veulent je dirais, nous imposer une nouvelle, disons, une nouvelle vision des choses, le mondialiste, l'environnement, toutes les causes sont bonnes, sauf une nouvelle vision des choses, le mondialiste, l'environnement, sont bonnes, sauf tout découle des choses, on va être vision des choses, le mondialiste, l'environnement, sont bonnes, sauf les choses par peut-être des ministres qui vont des affaires internationales, intergouvernementales. Le mouvement souverainiste est gangréné depuis un bon bout de temps. Puis le PQ, eux autres, ils voient pas ça. Ils veulent s'associer avec Québec solidaire. On est pris à gangréner depuis un bon bout de temps. Voyez-vous ça de même, vous, quoi? Comment vous voyez ça? Ils veulent s'associer avec Québec solidaire. On est pris à gangréner depuis un bon bout de temps. Voyez-vous ça de même, vous, quoi? Il y a absolument... Et l'autre problème, c'est pas l'autre problème, le problème, c'est l'individualisme ambiant. Est-ce que ça va changer? Est-ce que j'entendais encore aujourd'hui Madame la mairesse défendre soi-disant les droits individuels? J'ai tellement aimé qu'on fasse référence après ça, je vais m'éloigner un petit peu, mais je vais revenir là, à M. Rochon, qui lui ce matin a dit que, au contraire, le projet de loi 21, c'est un projet qui protégeait l'individualité, mais chez les enfants. C'est eux qui ont besoin d'être protégés. Ce ne sont pas les enseignants, ce sont les enfants et les parents. En tout cas, tout ça pour dire, il y a toute une mouvance où ce sont les droits individuels qui sont sacralisés aux dépens des libertés collectives puis des droits collectifs. Comment on va renverser ça? Et c'est pour ça qu'il y a une fragmentation terrible, là. C'est pour ça qu'on on laisserait aller, puis on se retrouverait avec autant de partis souverainistes qu'il y a de souverainistes. C'est très, très difficile à coaliser. Comment on va sortir de ça? Comment on va... Et puis moi qui habituellement, et je le dis à l'occasion, qui est habituellement très pessimiste ou considéré comme un gars pessimiste, je suis optimiste. Moi, je me dis qu'à un moment donné, on va finir de faire le tour de toutes ces absurdités, en fait, au niveau des... On parle des genres, on parle des... écoutez, on ne sait plus à quel sein se vouer. Le faux, ça devient du vrai. On magouille avec les termes. Les religions sont rendues des races. Je ne sais pas, il y a comme... On dirait qu'il y a comme... Il y a un désamour en plus, un désamour qui est assez particulier au Québec. Je pense des fois à M. Camille Lorrain, qui était psychiatre et qui se demandait avec raison où est-ce qu'on allait aboutir avec tout ça. Si le peuple québécois n'avait pas besoin d'une psychanalyse, c'est un genre de désamour où on est toujours en train de se diviser, toujours en train de... Je ne sais pas. Non, écoutez... Comment je vois ça, moi, pour revenir à Québec solidaire, il est absolument impensable qu'un parti, à moins qu'il y ait énormément d'ignorance, absolument impensable qu'un parti indépendantiste puisse se dire multiculturaliste comme ils le font. C'est totalement méconnaître comment le multiculturalisme a été implanté au Québec. Vous savez, le multiculturalisme, c'est pas quelque chose qui date de l'époque des Lumières ou de l'Antiquité grecque ou romaine, là. C'est un mouvement qui a été créé dans l'après-guerre, qui a été adopté par certaines nations, les Français, les Anglais, les Allemands surtout, qui appelaient multiculti, et qui a été essayé par certaines lois. Puis, il n'y a pas si longtemps, au début des années 2010, et Cameron et la chancelière allemande décrétaient que c'était un échec total. Tout ce qu'ils avaient réussi à faire depuis la Deuxième Guerre, c'était créer des ghettos. Mais la grosse différence
où il faut... c'est que le multiculturalisme dans toutes ces nations, dans les 3 nations que je vous ai nommées, étaient des nations monoculturelles. En France, on est français, on parle français, la culture est française. En Allemagne, on parle allemand. Au Royaume-Uni, on parle anglais. C'était pas anodin du tout qu'en 1971, un Pierre Elliott Trudeau, quelques mois après la crise d'octobre, décide qu'on remplace le biculturalisme des 2 peuples fondateurs par le multiculturalisme. À ce moment-là, c'était nécessairement, contrairement aux autres nations qui étaient monoculturelles, c'était nécessairement faire une jambette de la culture française, c'était la culture minoritaire. Alors ça, il faut que les gens sachent, je veux dire qu'il y a une volonté derrière le multiculturalisme d'éliminer une des cultures, une des langues qu'il y a au Canada. Et si on se fie simplement à ce que comment il s'appelle le protecteur des lois, là, qui nous disait encore la semaine, le protecteur de la langue française, qui émettait encore son opinion la semaine dernière à l'effet que c'est un échec, qu'il n'y avait jamais eu autant de recul du français dans les institutions fédérales. C'est simplement le travail du multiculturalisme qui est en cours. Alors, le multiculturalisme, c'est pas ne pas aimer les immigrants, même si c'est fondé essentiellement sur la volonté de noyer un peuple par l'immigration. Il y a 200 ans ou 150 ans, je veux dire, on a fait ça avec les Écossais, les Irlandais. Maintenant, on fait ça. C'est pas aux immigrants qu'il faut en vouloir. C'est à l'hypocrisie canadienne. C'est au Canada, un point, c'est tout. Je veux dire, il y a une volonté, et puis même, je pense qu'on leur dirait, ils s'en rendent même pas compte. C'est une volonté innée chez eux, ce genre de détestation du fait français. C'est ça, grosso modo. Je veux dire, écoutez, je sais pas par quel détour j'ai passé pour... ou en tout cas, je sais pas où je dois revenir, là, mais grosso modo, c'est mon idée. Écoute, moi, René, c'était de la région de Québec. Tu vas te rappeler, tu parlais du désamour qu'on avait envers nous-mêmes. Puis, c'est quand le maire Labaume est arrivé à son premier mandat à la ville de Québec et avait fait venir Clotaire Rapaille pour étudier un peu la ville de Québec, la psychologie des gens. Et les premières versions de son rapport a mis vraiment l'administration Labaume dans l'eau chaude et on a annulé vite son rapport. On n'a pas voulu en connaître plus. Et Clotaire Rapaille semblait dire dans notre profil psychologique qu'on était sadomasochistes. Et je m'en rappellerai toujours ça. Et des fois, tu regardes la réaction des Québécois face à la Fédération canadienne et le parallèle aussi, très délicat, mais on peut quand même voir un parallèle entre une femme qui vit des moments difficiles avec son mari, pour ne pas dire une femme battue là, qui malgré tout ça, aime son mari. À travers notre histoire, on a utilisé la majorité française. Quand on a été conquis, on était fortement majoritaire. Et ce que souvent j'apprends à mes étudiants, c'est qu'on est habitué de vivre dans une monarchie absolue où c'est le roi de France qui avait tous les pouvoirs. Et nous, on n'avait pas le réflexe d'aller voter. Et quand les Anglais nous ont conquis, tranquillement, eux ont utilisé une pseudo-démocratie pour bien nous contrôler, en nous mettant tout d'abord un Parlement qui était... les élus n'avaient qu'un pouvoir de discuter des lois. Ceux qui prenaient les vraies décisions, c'était le Conseil privé de Londres et le gouverneur ici nommé par Londres. Donc, quand il y a une fois qu'on a eu l'acte d'union, puis quand le Canada est arrivé, on a réussi aussi à toujours utiliser le système politique pour nous minoriser.
Et c'est ce qu'on est en train de faire au Québec, dans la dernière province qui a une majorité française là, importante qui pourrait vivre par elle-même, mais remplie de mythes. Et c'est ça qui est l'important, René. C'est, entre autres, le livre que tu as fait avec Marie nous permet, puis tu le disais dans tes commentaires, moi aussi, j'espère que avec tous les débats que l'arrivée de Legault suscite dans l'opinion publique, qu'on puisse réussir à démystifier bien des argumentaires fédéralistes qui a fait l'âge d'or de ce groupe-là au Québec. Le Québec d'après-référendum vit, les nationalistes vivent une crise argumentaire. On n'a pas trop accepté non plus les paroles de M. Parizeau. Ça l'a semblé indisposer beaucoup de monde. Et c'est la manipulation. C'est la manipulation, ça. Oui, c'est ça. C'est toujours la manipulation. Oui. La manipulation fédéraliste, c'est connu. Parizeau, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est vrai qu'on a été battu, dans le fond, par quoi? Par l'argent et des votes ethniques. Il savait très bien de qui il parlait. Il n'a jamais dit par les votes ethniques, mais le spin a été repris par les fédéralistes pour dire qu'il met dans le même panier toutes les ethnies ou tous les votes ethniques. C'est absolument pas ce qu'il a dit. Et d'ailleurs, il ne l'a jamais renié. Et j'espère qu'aujourd'hui, on s'en rend compte. Je veux dire, quand de l'autre côté... on a des gens qui, à 95%, sont constamment contre le fait québécois. C'est-à-dire qu'il y a toute une population qui vote à 95%, quoi qu'il en soit, contre le peuple qui est le socle ici. Tandis que parmi nous, et il faut s'en réjouir, il y a quand même une certaine démocratie. Je veux dire, au référendum, on était à 60% chez les francophones. C'est pas 95,5, ça. Alors, s'il y a de l'intolérance puis des problèmes ethniques, ils viennent pas de nous autres. Ils viennent des concentrations, ils viennent des ghettos, ils viennent... Puis à l'époque, quand Parizeau avait dit ça, il s'adressait à deux groupes bien spécifiques. Je me demande, je pense que c'est la communauté grecque de Montréal qui, quelques jours avant, avait appelé toute sa population à voter contre voter non, en fait. Puis il y avait aussi une autre communauté dont je ne me souviens pas, mais c'est ça le fait. Là. Il y a un sérieux problème à travers l'histoire. Je pense que dans l'ADN des Québécois, on a gardé cette mémoire des violences qui nous ont été faites. Puis les violences sont pas toujours des violences physiques. Pas nécessaire d'avoir 1400 fermes le long du Saint-Laurent qui sont détruites lorsque les Anglais sont montés ici. Pas nécessaire d'avoir la répression qu'il y a eu, je veux dire, à l'encontre des patriotes. Mais on n'en parle pas assez, ça. De ça. Il y a un excellent livre d'Anne-Marie Sicotte qui vient d'être réédité là, sur l'autre façon de voir que les patriotes n'étaient pas des rebelles. Ils étaient des résistants. C'est des Anglais qui les appelaient des rebelles. À peu près comme les nazis appelaient les résistants français des terroristes. C'est toujours celui qui mène, hein, qui détermine, qui établit les noms, qui qualifie. Mais c'était pas des rebelles, nos ancêtres. C'était des résistants. C'était des insoumis. D'union, qui était le préliminaire, je veux dire, à la Confédération en 1841, ça a été fait sous occupation militaire. Les droits des personnes étaient abolis, alors qu'en Ontario, il s'était passé des révoltes,
une rébellion aussi importante. Il n'y a jamais eu cette loi sur les mesures de guerre en Ontario. C'est toujours à nous que ça s'applique. Mais ça, pour en revenir, on a ça dans notre ADN profondément. Et puis, c'est pas évident à sortir. En fait, ce qu'il faut cultiver chez les gens, puis c'est ce que je trouve extraordinaire qu'on fait pour en revenir on est chanceux aujourd'hui d'avoir les réseaux sociaux, d'être capable de s'expliquer comme on le fait présentement, d'être capable d'intervenir sur Facebook. Exemple, le travail que Marie fait sur Facebook pour faire comprendre aux gens, je veux dire, comment c'est important qu'on soit fier de qui on est, comment c'est important la dignité. Mais ça, je veux dire, on est chanceux qu'il y ait les réseaux sociaux pour nous le permettre, parce que c'est pas les journalistes, c'est pas les médias officiels qui vont nous aider. Ils s'enfoncent de plus en plus. Ils sont à la solde. Écoutez, la télévision publique, Radio-Canada, tout le monde le sait, je veux dire, avec la presse. Je lisais, justement, tout à l'heure, Marie Masson encore m'envoyait c'est une partie dans le livre qu'on a fait où, à un moment donné, parce qu'on dit toujours que le Canada est le plus meilleur pays du monde, il y a un chapitre que je consacre où on se rend compte, entre autres, on déconstruit, parce que le plus meilleur pays du monde, il est premier nulle part, il est deuxième après la Russie, bien, en tout cas. Par exemple, la liberté de presse, en 2016, on était au 8e rang pour la liberté de presse. C'est quand même effarant, parce que, je veux dire, un pays qui n'arrête pas de se dire le plus meilleur pays du monde, qui est au 8e rang. Et savez-vous, aujourd'hui, on apprenait, c'est Marie qui nous l'apprenait, qu'on est rendu au 22e rang. 22e rang pour la liberté de presse. Vous voyez ce qui se trame avec la presse, ce qui se trame avec les journaux de cochons, les subventions qu'on donne aux journaux par-ci, par-là, toujours pour aider les petits copains, je veux dire. Mais c'est ça. On a ça dans notre ADN. Mais par chance, il y a des insoumis, il y a des résistants. Puis il faut qu'on communique. Il faut qu'on cesse de se diviser. Il faut qu'on sorte de cet individualisme crasse. Il faut qu'on finisse par faire comprendre aux gens que sacraliser les droits individuels au point où ces droits individuels peuvent mettre les libertés collectives en danger, c'est un non-sens. Et c'est ça le multiculturalisme. Parce que s'il n'y a pas de liberté collective, il n'y en a pas de libertés individuelles. Et puis, ces libertés individuelles, là, elles partent avec ton dernier souffle. Hein? Tous tes individualismes, tes caprices, tes volontés, non, elles partent avec tes caprices. Qu'est-ce qui va, pas avec tes caprices, avec ton dernier souffle, qu'est-ce qui va maintenir le fait qu'il puisse y avoir des libertés individuelles? C'est qu'il y a des libertés collectives qu'on se donne, qui sont des démocraties. Alors, il faut virer ça de bord complètement, je pense. Il faut que les gens sachent que les libertés individuelles doivent se moduler à compter du moment où elles rencontrent les libertés collectives. C'est pas vrai qu'elles doivent être sacralisées aux dépens des libertés collectives. Puis on est dans un très bel exercice présentement avec le projet de loi 21. J'espère. Le plus beau cadeau que Legault pourrait nous faire, ça serait de décider. Je ne pense pas que ça se produise, mais soit répandu au CPE, aux écoles privées, comme le disait M. Rochon ce matin de toute façon, et comme il le disait à Radio-Canada tout à l'heure, lors d'une entrevue. Il est là le problème, c'est que dans notre ADN, il n'y a pas beaucoup de sociétés dans le monde qui ont su résister comme on a pu le faire depuis 250 ans, alors qu'on a été décapité à 2 reprises. En 1960, toutes les élites ont quitté. Et les Anglais le savaient parfaitement parce qu'on était étendus partout sur le territoire canadien. S'il avait fallu que des élites militaires demeurent dans le coin, je pense que le portrait aurait été autre. Et on a été décapité une 2e fois.
avec les Patriotes. Et ça nous a pris 120 ans pour nous en remettre. Ça nous a pris jusqu'en 1960. Et là, ben, on est dans un long combat. Puis on a un vent de face, mais écoutez, le pays qui est au sommet de tous les pays dans le monde de nos jours, c'est la Norvège. Entre le moment où Napoléon a parlé de l'indépendance de la Norvège, qui était une colonie danoise avant d'avoir été une colonie suédoise, mais ça a pris 100 ans pour que ça se réalise. Les Polonais ont perdu leur indépendance complètement. La Pologne est même disparue de la carte pendant de nombreuses années, divisée entre la Russie, l'Allemagne. Et puis, ils ont recouvré leur pleine indépendance en 1918. C'est pas tellement loin, là. Alors qu'on lutte, Oui, on lutte, puis c'est pas facile. Puis ceux qui sont en face de nous, c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Eux sont en guerre. Et nous, si on n'est pas en guerre, ben on va se faire avoir. Il s'agit, mais ça prend des stratèges, puis c'est long. Ah, là, j'aime bien votre réflexion quand vous dites, René, que ça prend des stratèges. Ah oui. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y en a un peu, tu sais, mais vous savez, mais c'est pas, disons, au niveau national. On fait notre petite stratégie personnelle avec nos amis militants. Donc, Carl, moi, ici à Radio Infocité, les animateurs de Radio Infocité. Quand je dis animateurs, là, c'est pas seulement que des animateurs de radio, là, c'est des animateurs de la vie souverainiste. Là. On anime ça à bout de bras. Et on avait un grand parti qui était là, le Parti québécois, qui s'est quasiment décimé. Pourquoi? Ben, c'est parce que il y a eu beaucoup de carriéristes là-dedans. Là. Ils sont pas venus pour servir la patrie, comme disait Landry. Ils se sont servis de la patrie. Je prends plein de députés du PQ qui ont profité du Parti québécois parce que c'était le bon véhicule pour se faire élire, mais une fois qu'ils ont été élus, puis qu'ils ont décidé que soit ils se faisaient battre aux élections, ou ils décidaient de quitter la vie politique par eux-mêmes, de leur propre chef, ben on les revoit plus après. C'est pas des militants souverainistes. Ils se sont servis du véhicule pour leurs propres intérêts, et après ça, ben on est... Pour donner un exemple, Rita Dionne Marcellet dans Rosemont. On ni vu ni connu après. André Boisclair, Rosemont, petite patrie, on le voit plus. Bernard Landry, lui, on l'a vu jusqu'à la fin de ses jours. Des militants comme ça, là, tu sais, le gars, il a pas été ministre, il a été premier ministre. Puis après qu'il est devenu simple citoyen, bon, disons, pas un simple citoyen, quand même un ancien premier ministre, mais il est redevenu militant. Il n'a jamais cessé d'être militant, Bernard Landry. Et c'était peut-être pas le plus grand stratège, Bernard Landry, mais c'était un des plus grands militants. Et le problème qu'on a dans le mouvement indépendantiste québécois, c'est qu'on n'a pas de stratège. Et on peut avoir des gens très populaires. Prenons Pierre Falardeau. Il a été très populaire. Il est plus avec nous, Pierre, mais il faisait courir les foules. Ça prend un mélange de tout ça. Pierre Bourgault, meilleur orateur des années 60, 70, mais il allait pas chercher le petit peuple comme René Lévesque est allé chercher. Et ça prend un mélange des deux, puis René Lévesque l'avait. Mais c'était pas le meilleur stratège, René Lévesque. Ce qui fait que c'est très difficile d'avoir quelqu'un de parfait. Il y a personne de parfait, sauf que aujourd'hui, je constate que on a devant nous un gouvernement caquiste, nationaliste, et je me le dis, parce que je suis un militant indépendantiste, René, depuis 40, je dirais, une quarantaine d'années, j'ai 50, plus que 43 ans, 44 ans, et j'ai toujours été un militant dans les mouvements. Longtemps été membre du Parti québécois, mais c'est pas là que je militais. Parce que je les ai trop vus aller. Mon père était là-dedans, dans le PQ de Gouin. Puis, donner un exemple, il était président du comté. Puis, dans les structures du PQ, il y a
le régional puis le national. Le président de comté va siéger une fois par mois à la table régionale de tous les présidents de comté de la région. Mon père allait pas là, il dit, j'ai pas de temps à perdre avec eux autres, c'est du blabla, un peu comme je vous disais en début d'émission, là, des palabres, on refait le monde, mais, puis mon père, c'est un des meilleurs organisateurs que le Québec a eu, parce que, puis il a été cité dans le livre de Marcel Léger, parce que c'était un bon organisateur, Marcel Léger, comme quoi le comté de Gouin était le mieux organisé au Québec. Mais il n'y avait pas de niaiser au régional, puis de faire du motu, tu sais, mais l'État, puis ça se reflète aujourd'hui. On regarde, puis moi j'en veux au PQ parce que le PQ a toujours choisi des candidats style, bon, ben il y a un beau CV, on va le prendre parce qu'il est bon en économie, il est bonne en économie. Rita Marcellet, Standard & Poor's, tout ça. Mais on a toujours négligé. Prenez l'exemple des jeunes. Le PQ a toujours pris pour acquis que les jeunes étaient souverainistes. Et hop, cascade, les jeunes sont tous partis à Québec solidaire. Là, beaucoup, en tout cas, beaucoup d'entre eux sont partis à Québec solidaire. Ils ont aimé Françoise David. Puis là, je l'ai vu, je l'ai entendu. Là, ils ont tripé sur Manon Massé. A fait une belle campagne, Manon. Puis bon, fait que prendre pour acquis les gens, faut jamais prendre pour acquis les gens. Et le PQ a toujours négligé sa base militante. Aujourd'hui, ben, il n'y en a plus de base militante. Je regarde le comté de Gouin, j'expliquais ça à Carl hier, que l'Assemblée générale annuelle du comté de Gouin, il y a 1 an ou 2, il y avait à peu près 5, 6, 7 personnes. Dans un comté où, jadis, il y en avait 5, 400, 300. Puis c'est comme ça dans tous les comtés. Fait que, oui, allez-y. Il y a beaucoup de... Comment je vous dirais, c'est pas évident de... Nous, on est des... admettons, on est des militants convaincus. Il y en a qui vont passer leur vie à penser au prochain bâton de golf qu'ils vont s'acheter. Moi, je pense une partie de ma vie à penser à ce que le Québec pourrait devenir. Je suis pas plus fin que le gars qui joue au golf. Mais non. C'est simplement que j'ai une passion. Puis il y en a un autre qui a une autre passion. Puis on a différentes passions. Mais pour soulever un peuple qui vit quand même dans une des sociétés les plus modernes au monde, une des classes moyennes les plus évoluées d'Occident, et ça, c'est pas moi qui le dis, je veux dire, c'est un récent livre publié par l'ex-directeur de l'Express en France, les Québécois. Il y a une loi en physique qui s'applique aussi à l'homme, on appelle ça la loi de l'entropie. C'est que tout système laissé à lui-même tend toujours vers le plus bas niveau d'énergie. Pour arriver à faire que des gens se lèvent jour après jour, parce que c'est long, là, je veux dire, c'est long, c'est pas évident. Il faut qu'il y en ait qui gardent comme la braise sous le boisseau. C'est pas tout le monde qui est intéressé à ça. C'est pas tout le monde qui, surtout de nos jours, avec le rythme de vie effréné, je regarde mes enfants aller, mes petits-enfants, mais tout le monde, là, c'est inimaginable. Et leur parler de politique, là, c'est pas évident. Ça vient pas facilement. Ils ont des préoccupations qui sont bien autres. Moi, je suis pas découragé. On est après, on vient de manger une moyenne claque là, au mois d'octobre. C'est tout à fait normal. On est en reconstruction, mais moi, j'ai une immense confiance. Écoutez, que le parti change de nom ou qu'on... il y a des gens, et j'en vois des gens intelligents, je veux dire, remarquez que j'en vois beaucoup sur Facebook, en tout cas dans les discussions qu'on peut avoir, je regarde certaines candidatures comme député, puis de toute façon, ça crève les yeux que l'équipe qui avait quand même du Parti québécois aux dernières élections, là, les autres partis ne viennent pas à la cheville de ces gens-là. Il y a simplement une mode. Pourquoi les jeunes sont chez Québec solidaire? Pourquoi les jeunes jouent au Ultimate Frisbee? Parce que c'est la mode. Il y a des modes comme ça.
Et puis moi, ça ne m'inquiète pas trop. Parce qu'en vieillissant, je me dis, on finit par... puis il y a toujours ce mode individualiste. On finit par se recadrer, puis retrouver les valeurs réelles. Puis les gens finissent par découvrir que l'indépendance, c'est rien de moins que la liberté. Puis la liberté, pour un peuple, c'est important. Mais pour ça, René, il faut que vous ayez des bons communicateurs qui amènent le monde. Ça prend quelqu'un, je dirais, un motivateur national. Ouais. Ça prend quelqu'un qui va faire courir les foules. Stéphane Allinger, qui milite à la Fondation Équipe Québec, qui, eux, militent à ce que le Québec ait une équipe nationale dans chaque discipline sportive, est appuyé par... Puis ils font un beau travail, ils habillent les jeunes, puis ils s'en vont jouer à l'international avec les couleurs du Québec. Ben lui, il me taquine, et on se taquine mutuellement, parce que lui, il dit, moi, j'attends pas un sauveur, un Messi, moi, je vais militer sur le terrain, puis tout ça, puis toi, François, t'attends toujours après un Messi. Ça prend quelqu'un qui va... Écoutez, s'il y a personne là, qui va canaliser les forces, là, puis qui va nous redonner une fierté, mais une cohésion nationale, mais ça prend quelqu'un. Et puis, je le vois pas, là. Ben, il y a quelqu'un, par contre. Moi, je suis un petit peu d'accord avec vous que je suis... Mais, tu sais, ça, c'est... Moi, c'est comme... Je suis pas fait autrement que les autres êtres humains, là. Ben, tu sais, j'ai mes hauts, mes bas. Il y a des journées, je me lève de plus bonne humeur. D'autres journées, ça va mieux. D'autres, ça va moins bien. Donc, il y a des journées, quand je milite, je suis un peu plus pessimiste que d'autres. Puis d'autres journées, je me lève, je suis bien optimiste. Ce qui fait que j'ai confiance à ce qu'il y ait quelqu'un, à un moment donné, qui apparaisse dans le paysage et puis qui va... que le monde vont aimer et ils vont s'identifier. Je le vois pas, là. Je le vois pas. Je ne la vois pas, cette personne-là, en ce moment. Mais j'ai confiance qu'à un moment donné, comme disait, je pense, c'est-tu Gaston Miron, ça ne peut pas toujours ne pas arriver. Fait que, à un moment donné, il va y avoir quelqu'un qui va apparaître. Puis que le monde vont... c'est moi l'employé... Excusez-moi le terme anglais, mais les gens vont triper, vont capoter, puis ils vont courir pour aller l'entendre. Comme peut-être Bourgault des années 60, René Lévesque des années 70. Donc, les gens... Puis René Lévesque en 60 aussi, parce qu'il s'était fait aider sur la bannière libérale dans le comté de Laurier, mais... les gens aimaient René Lévesque. Pourquoi? Parce qu'ils trouvaient qu'il s'adressait à eux. Falardeau, même chose. Prenez Jean Garon. Si Jean Garon avait été chef du PQ, là, le monde aurait eu du plaisir au Québec. Il aurait trouvé un premier ministre ou un chef de parti. S'il avait gagné la chefferie du PQ, Jean Garon, il aurait probablement pris le pouvoir. Probablement. Parce que les gens adorait ce personnage. Oui. Fait que, tu sais, vous savez, René et Carl, on sait pas ce que l'avenir... on sait pas ce qui peut arriver. On connaît pas l'avenir. Et je pense qu'à un moment donné, un jour ou l'autre, on va être surpris. Vous savez, qui vous aurait dit en 2009, 2010, 2011 qu'il y aurait une grève étudiante qui aurait amené 250 000 personnes dans les rues? Et que ça aurait... Puis ça a parti par une simple augmentation de frais de scolarité. Mais il y a plein de gens, après, qui se sont joints au mouvement pour revendiquer leurs propres conditions de vie, puis qui se sont défoulés avec des chaudrons. Écoutez, c'est incroyable, là, ce mouvement-là. Bon, mais ça peut arriver des choses comme ça. Personne n'aurait pu prédire ça en 2009, 2010, 2011. Mais on connaît pas l'avenir. Et je pense, j'ai confiance qu'un jour ou l'autre, il va y avoir quelqu'un qui va arriver, un Honoré Mercier, un René Lévesque, quelqu'un un orateur qui est intelligent. Ça peut être une femme, là, aussi, là, peu importe, là, un gars ou une fille. Puis, tout le monde va être... les Anglais vont avoir peur. Mais là, il va y avoir une différence. Une petite différence comparativement avant. Et je termine là-dessus, je vous laisse aller. C'est que les Québécois contrôlent pas mal plus leur économie qu'avant. Fait que tout ça mis ensemble, ça peut faire en sorte que
avec la confiance qu'on a eue, parce que vous disiez tantôt qu'on s'est remis de la bataille des Patriotes en 1960. Vous avez tout à fait raison. Et je pourrais peut-être donner quelques exemples qui appuient vos dires, René, mais avec le contrôle économique qu'on a eu, des millionnaires canadiens français, il n'y en avait pas beaucoup en 1950. Aujourd'hui, on a des milliardaires. Fait que, vous savez, on connaît pas l'avenir et j'ai confiance qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive, de nulle part peut-être, puis que les gens disent, on ne l'avait pas vu, celui-là ou celle-là. Puis, ça, c'est sans oublier ce que le Canada anglais peut nous faire. Hein. Ça, on n'en parle pas. Carl, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... là, on commence à tomber dans le sujet. Pourquoi j'avais aussi communiqué avec M. Ricard pour qu'il nous jase un peu de péréquation. Oui, on dirait que les arguments économiques du Canada anglais, puis des porteurs de ce message-là ici au Québec, du Parti libéral du Québec, est en train d'être démystifié. Puis, M. Ricard, là-dessus, René, j'aimerais ça que tu entendes parler là-dessus. Il y a une dynamique en ce moment depuis l'arrivée de Legault. Puis l'explication, moi, que j'ai eue géopolitique de M. Nantel, tout le débat qui est maintenant au Canada concernant le pétrole albertain. Et le premier ministre, il y a eu une campagne électorale en Alberta et certains, dans la campagne électorale, ont promis qu'ils allaient renégocier l'entente concernant la péréquation. Et là, il y a plusieurs commentateurs au Québec qui ont repris le message et qui nous ont dit, écoutez, il faudrait commencer à écouter l'Alberta parce qu'ils vont nous couper la péréquation. Donc, j'ai tout de suite là, senti, moi, encore une fois, là, la propagande canadienne là, se mettre à l'œuvre. Et je voulais qu'on parle de péréquation aujourd'hui, puis avec l'actualité, qu'est-ce qui s'en vient pour le Québec, avec les ententes qu'on a en électricité avec les États du Nord-Est américain, le pétrole canadien, la péréquation canadienne peut tomber là, si on analyse ça là, fois, la propagande. Fait que c'est ça que j'aimerais t'entendre parler, René. Tu vois, la péréquation avec le multiculturalisme, pour moi, ce sont des armes de destruction massive. Il y en a deux autres aussi. Il y a la condition autochtone, il y a les rapprochements qu'on va devoir faire avec les Autochtones, et il y a la question de l'environnement. Mais si on parle de déconstruction, c'était inimaginable ce qu'on a réussi au Québec à faire par rapport à la péréquation. Là, je pense que je vais vous surprendre. Saviez-vous ça, que la péréquation, c'est probablement ce qui est le plus important que l'on reçoive au Québec. Pourquoi? Parce que de toutes les sommes qui nous sont retournées par le fédéral, ce sont les seules pour lesquelles le Québec peut disposer à sa guise, sans partant. Fait que pour moi, la péréquation, c'est pas un péché. Autrement dit, plus on va être indépendant, idéalement, si jamais, lorsqu'on sera indépendant, on n'aura que ça de la péréquation. Comprenez-vous ce que je veux dire? Dans le sens où c'est de l'argent dont on peut disposer nous-mêmes à notre guise, contrairement aux autres paiements qui sont faits par le fédéral. Là, quand on est dans une lutte, là, il y a vraiment un lessivage là, qui a été fait. Là. On a instillé ce concept-là de péréquation au point où on en fait le centre des attaques contre le Québec. Il faut absolument replacer le principe de la péréquation dans son contexte global. Le contexte global, c'est quoi? Le fédéral lui-même l'appelle comme ça, c'est le soutien fédéral. Le soutien fédéral, là, c'est le programme que le fédéral a, avec lequel il rembourse, il retourne l'argent que les provinces lui envoient. Parce qu'il faut savoir que c'est pas le pétrole de l'Alberta qui paye la péréquation, c'est pas vrai pantoute.
c'est l'argent avec lequel le Canada retourne la péréquation dans les différents ou dans les provinces qui y ont droit. C'est l'argent que ces provinces-là ont envoyé. Ça vient pas d'un fonds dédié, par exemple, comme le fonds d'assurance chômage. L'argent est pris à même les opérations générales du gouvernement du Canada. Or, moi, les chiffres dont je vais vous parler, puis je ne veux pas parler trop de chiffres, là, mais ceux que je vais vous mentionner quand même, c'est ceux qui apparaissent dans notre livre. C'est plus facile pour moi, je les possède mieux. C'est de valeur que je n'ai pas des tableaux que je puisse vous présenter, mais grosso modo, le soutien fédéral, l'argent est pris à même des opérations générales du gouvernement du Canada. Or, moi, les chiffres dont je vais vous parler, puis je ne veux pas parler trop de chiffres, là, mais ceux que je vais vous mentionner quand même, c'est ceux qui apparaissent dans notre livre. C'est plus facile pour moi, je les possède mieux. C'est de valeur que je n'ai pas des tableaux que je puisse vous présenter, mais grosso modo, le soutien fédéral, le programme de soutien fédéral comprend 4 choses. Il comprend la péréquation, mais ça, c'est uniquement 25 % du programme. C'est le quart du programme. Après ça, ce sont les transferts canadiens en matière de santé, les transferts canadiens en matière de programmes sociaux, la formule de financement des territoires. Alors moi, quand quelqu'un me dit, par exemple, pour l'année où je l'avais, que j'ai écrit dans le livre, c'est que 2016-2017, quelqu'un me disait, « Hey, on a eu 10 milliards de péréquation. » Je disais, « Ouais, on a eu 10 milliards. On est des pas bons. On est-tu pauvre un peu? 10 milliards de péréquation. » Mais je disais, « Mon Dieu, on a eu pas mal plus que ça. On a eu 21 milliards. 21 milliards en soutien fédéral. » Parce qu'on reçoit aussi de l'argent. Hein? Donc, c'est encore pire. Puis sais-tu quoi? L'Ontario a eu 21 milliards aussi cette année-là. Ce serait quoi ta réaction, toi? Si je te dis que l'Ontario a autant de soutien fédéral que le Québec, la réaction, ça va être « Oui, mais ils sont 2 fois plus nombreux. » Ah, ben regardons ça. Ils sont 2 fois plus nombreux. Mais sais-tu que le Québec, la population du Québec, c'est aussi important que les 3 territoires, le Yukon, le Nunavut, le territoire du Nord-Ouest, et c'est aussi important que 6 des 9 provinces, 10 des 9, c'est Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve, Manitoba, Saskatchewan, Île-du-Prince-Édouard. Puis, en plus de ça, le quart de la population de l'Ontario. 25 % de la population de l'Ontario. Si on fait un tableau, là, mettons, où on met un cumulatif, j'essaie de faire ça simple, tu me le dis si je te perds. Faisons un tableau là, où on prend le cumulatif de la population, plus le cumulatif de ce qui lui est donné en soutien fédéral. Ben, quand tu es rendu à 8 millions quelques 100 000 habitants, là, ce que le Québec a, tu te rends compte qu'il a exactement que les provinces qui cumulent la même population ont exactement le même montant. 21,4 milliards, puis le Québec a 21,3 milliards. Ça, c'était pour le soutien fédéral. Le problème dans ça, là, c'est qu'on laisse aux gens le choix du terrain, du champ de bataille. Alors, ils choisissent, ils nous arrivent tout le temps avec la péréquation. Mais la péréquation, là, c'est simplement la tâche sur, je sais pas moi, t'as une magnifique forêt, puis on canalise toujours notre regard sur le seul arbre de la forêt qui est pourri. C'est boiteux, mon exemple, là, mais c'est exactement ça. La péréquation en elle-même, ça ne veut rien dire, parce qu'il y a un contexte autour de ça. Ça fait partie d'un programme de soutien fédéral où là, il apparaît de façon évidente qu'on ne reçoit pas plus qu'une population équivalente du reste du Canada. René, on dit, là, on l'a fait aussi le calcul la semaine passée avec M. Nantel, que tu as écouté l'émission. Ouais. Puis, quand on dit, là, on fait le détail de l'argent là, sur les 13 millions que le Québec déjà envoie, on était rendu à 7 milliards.
Puis, quand on nous menace du côté de l'Alberta, là, ils sont plus silencieux là-dessus parce que moi, je pense que tu parlais d'environnement aussi. Il y a deux plaques tectoniques au Canada, là, le Canada pétrolier versus le Québec vert. On a fait des choix en matière énergétique il y a 50 ans qui risquent de rapporter beaucoup à la collectivité québécoise si on a un État bien fort et bien structuré pour que ça rapporte à l'ensemble des Québécois. Et dans le cadre de ce débat-là que l'Alberta veut lancer, ils partent déjà dans le mensonge en essayant ils veulent qu'un gazéoduc passe au Québec. Et là, on sait déjà, René, qu'il en passe du pétrole par des wagons. On sait que la quantité a augmenté énormément depuis une dizaine d'années. Et le Québec a jamais pensé à des droits de passage. Et là, on va essayer de nous passer par l'intermédiaire du Canada ce gazéoduc. Et Scheer nous l'a dit, il nous l'imposerait. Donc, il va falloir s'armer d'arguments au Québec pour démontrer aux Québécois que ce chantage-là qu'on fait vis-à-vis la péréquation versus le gazéoduc, c'est encore une supercherie canadienne et on doit exposer à la population l'avantage de l'indépendance du Québec versus les droits de passage versus la dépendance canadienne et le pétrole canadien et albertain. Ouais. Moi, je pense que c'est très porteur d'avenir, ça, dans les prochains mois. Savez-vous il reste que le Québec, là, de tout l'argent qu'Ottawa se met dans les poches, là, puis ça tombe pas du ciel, là. Le Québec est le deuxième plus gros contributeur, 20%. L'Ontario envoie 39% des revenus d'Ottawa. Le Québec, c'est 20%, 19,4%. Savez-vous que c'est plus que ce que l'Alberta et le Saskatchewan ensemble envoient au fédéral? Alors, quand j'entends, moi, entre autres, la Saskatchewan qui envoie au fédéral l'équivalent, l'importance de son produit intérieur brut par rapport au produit intérieur brut du Canada est de 3,7%. Puis wow. ils nous disent pratiquement, je veux dire, qu'on vit grâce à eux, mais c'est d'un ridicule absolu. Mais il y a toute cette déconstruction-là qu'il faut faire, puis à chaque fois qu'on laisse les gens sur le terrain de la péréquation, c'est une bataille qu'on perd. Il ne faut pas les laisser sur le terrain de la péréquation. Il faut leur dire que la péréquation fait partie du programme que le fédéral appelle lui-même le soutien fédéral. Ce sont des chiffres qui sont facilement disponibles, puis on se rend compte immédiatement, ou en tout cas, on se rend compte facilement que la population égale, le Québec ne reçoit pas plus. J'ai même ici, quand je parle de soutien fédéral, là, il y a des années où l'Ontario, entre autres 2012, 2013, 2014, a reçu 2 milliards de plus que le Québec. C'est, en fait, bon, la première déconstruction, là, c'est ça qu'il faut faire. Après ça, est-ce qu'ils peuvent... D'abord, il faut savoir que la péréquation est enchâssée dans la Constitution canadienne. Donc, ils ne peuvent pas sortir le principe. Il faudrait qu'ils se souviennent aussi que la péréquation en Alberta, ça existe à cause d'eux autres. Hein? Je ne sais pas si les gens le savent, mais la seule province de la Confédération canadienne à avoir fait faillite technique, parce que les États ne font pas de faillite, là, font défaut sur le paiement de leurs dettes, c'est l'Alberta en 1935. Et qui a sauvé l'Alberta de la dèche à cette époque-là? Ben, c'est l'Ontario et surtout le Québec, parce qu'en 1935, c'était encore la province la plus industrialisée, malgré que c'était à l'époque de la Grande Dépression. Alors qu'il faudrait que l'Alberta se souvienne de ça, que la péréquation a été créée par après pour pallier à ce type de problème-là, et puis qu'il puisse changer la formule au point, je veux dire, où je ne vois pas comment il pourrait faire ça. Ça n'a aucun bon sens. Ça ne peut pas fonctionner. Parce que
parce que les formules qui sont établies, qui sont révisées à tous les 5 ans, sont basées en grande partie sur le produit intérieur brut par habitant. Alors, tant que tu as des provinces qui sont productrices de pétrole, c'est pas compliqué, je veux dire, à moins que la formule soit complètement chamboulée, là. Mais je pense qu'il y a beaucoup, comme tu dis, c'est du chantage. Il y a beaucoup de chantage. Puis moi, je veux dire, si... Il y a Yvon Deschamps qui disait, moi, le jour où ils vont essayer de passer un pipeline au Québec, il dit, je vais aller me coucher, en tout cas, je vais aller manifester, là, ça ne marchera pas, ça ne passera pas. Ça n'a aucun bon sens non plus. Quand on regarde le tracé, je veux dire, qui évite à peu près toutes les grandes villes en Ontario, et qui ici nous rentre carrément dedans, traverse, il y en a qui disent 300, mais j'ai déjà lu, je dis que c'était 800 cours d'eau, petits ruisseaux, rivières, et en tout cas, puis milieu humide. J'ai bien hâte de voir ça. Ça, c'est à part des terres agricoles, hein? Ah, oui. Ah non, moi, c'est parce qu'il arrive, par rapport aux autres, là, quand on regarde le tracé, par rapport aux autres provinces, je n'aurais pas de problème, moi, ce que ça passe à peu près comme s'ils veulent le faire passer en Ontario. Là, c'est très, très loin du lac Ontario, là, c'est au nord. Tandis qu'ici, il arrive en plein dans le cœur de la vallée du Saint-Laurent, traverser le fleuve en plus. Mon Dieu! Écoute, moi, je n'ai pas de boule de cristal, mais... Non, mais moi, je peux vous dire une chose, René. Si jamais ça arrivait, il y aurait une mobilisation monstre. Je pense. Puis de toute façon, on disait tout à l'heure... Et même, je pourrais aller plus loin, il y aurait des attentats sur le fameux tuyau. Il y aurait... ça chaufferait, puis je te dirais que probablement, on aurait toute la jeunesse de notre côté. Parce que l'environnement chez les jeunes, et avec raison, avec ce qui se passe, c'est une préoccupation majeure. Ils vivent à une époque, on n'a jamais vécu ça, nous. Ils vivent à une époque aujourd'hui où on leur dit que on parle de 6e extinction, on parle de menaces à la biodiversité, on parle de la disparition inimaginable d'animaux. Alors, eux se disent, coudonc, on fait quoi, là? Non, mais vous savez, quand on parlait, tantôt, René, vous parliez de stratège. S'il y a s'il y a quelque chose, s'il y a un sujet qui peut redonner une fierté aux Québécois, c'est bien celui-là, hein, le fameux tuyau plein de pétrole qui passerait dans nos cours d'eau, dans nos champs, dans nos terres agricoles, dans nos villes, dans nos villages, dans les ruisseaux, etc. Ça, vous dites que la jeunesse serait en arrière de ce mouvement-là, puis je suis convaincu que vous avez raison. Mais ça pourrait être un thème, en tout cas une action politique que les Canadiens, ça pourrait être quelque chose qu'ils veulent bien faire, là, ce fameux oléoduc, ce fameux gros tuyau, mais ça passerait pas au Québec. Et je dirais que si jamais ils vont de l'avant avec ce fameux tuyau, là, on verrait une mobilisation. Et si le Canada passerait par-dessus cette mobilisation et installerait ce tuyau unilatéralement, là, parlant, là, au niveau de la faisabilité de la chose, on passerait au-dessus de la population québécoise. Ça pourrait être un élément qui ferait en sorte que le mouvement souverainiste remonterait. Et puis, je peux pas croire qu'ils n'ont pas conscience de ça. Ben, c'est ça. C'est ça, au niveau des stratèges canadiens. S'ils ne voient pas ça, là, je pense qu'il doit en avoir quelques-uns qui le voient. Mais, par contre, les intérêts financiers pétroliers, ça, c'est bien important. On se souviendra... il y a 4 ans, quand le NPD a été élu en Alberta, première action que c'est la première ministre Notley, Rachel Notley, qui était première ministre d'Alberta. Je me trompe-tu de nom? Je suis pas sûr.
Je m'intéresse pas beaucoup. C'est Mme Notley. C'est ça, Mme Notley. Premier geste qu'elle a fait le lendemain de son élection. Pour apprendre les noms, en tout cas. Alors, c'est ça. Je suis un peu comme vous, René, là-dessus. Carl est meilleur que moi. Et premier geste qu'elle a posé, le lendemain, pas 2-3 jours plus tard, le lendemain, elle a rassuré, elle a pris bien soin de rassurer les pétrolières, les compagnies pétrolières en Alberta pour dire que rien va changer, même si l'NPD est un parti plus à gauche, plus environnementaliste. Elle a bien pris soin de les rassurer, et je pense que les intérêts parce que là, Trudeau le dit, hein, que François Legault ne parle pas dans l'intérêt de l'unité canadienne concernant le fameux oléoduc, et que il fallait qu'il passe au Québec pour l'unité canadienne. Et ça, je pense que cette unité canadienne-là, elle va passer bien, bien loin derrière les Québécois, parce que les Québécois sont résolument contre ce fameux pipeline, et ça peut être un facteur de ralliement national aux Québécois, chez les Québécois. Et s'il passait outre, là, il pourrait arriver des choses, parce qu'on a déjà entendu dire que la souveraineté passerait, on a entendu ça il y a 1 an, 2 ans, là, à cause de l'environnement. Ça pourrait remonter le mouvement souverainiste, le mouvement, à cause bon, c'est parce que vous le dites, les jeunes sont très, très, très sensibles à cette cause. Et même, on le voit dans les sondages aux élections fédérales, le Parti vert est en train de monter. Ce qu'on n'aurait jamais pensé il y a quelques années. Mais c'est en train... Il pourrait être très, très fort, parce que les gens, maintenant, il y a plus d'attache au parti. Hein. Beaucoup moins. Colorez-vous en vert et vous allez faire un bon bout de chemin. Oui. Mais dans le contexte... Oui. Oui, les gars, dans le contexte canadien, là, le Parti vert est ultra-fédéraliste, souvent noyauté par toutes sortes de mouvements religieux. Je pense pas qu'au Québec, c'est de ça qu'on a besoin. Mais des fois, il y a des votes irréfléchis là, qui pourraient aboutir dans le Parti vert. Ça n'est un groupe là, qui vit de la misère du monde. Et effectivement, il faut pas se laisser distraire par ce genre de... Mais si on revient à l'essentiel. Aujourd'hui, Jason Kenney, le premier ministre de l'Alberta, tout de suite après son élection, lui a senti le besoin de faire un discours en français. Cette fois-ci, on ne l'a pas hué. Puis la salle était bien préparée et là, on sent un ton beaucoup plus poli de la part de l'Alberta, mais je crois qu'on attend là la campagne électorale là, au fédéral après le congé estival pour mettre de la pression sur la campagne fédérale. Ça va être intéressant de voir. Moi, à mon avis, je pense que les premiers ministres des provinces, entre autres l'Alberta, va vouloir s'inviter dans la danse et le ton suprémaciste anglo-saxon qui est utilisé du côté du Canada anglais vis-à-vis le Québec, où on nous reproche toutes sortes de choses, risque d'être très avantageux pour nous parce que ça va nous permettre de démystifier comme il faut la menace albertaine, le pétrole, un gazéoduc en échange de la péréquation. Et là, c'est là, René, que je veux bien, puis on en a souvent parlé, nous autres, à l'émission, des gars comme Jonathan Trudeau, les porteurs d'eau fédéralisme au Québec, les commentateurs politiques qui n'osent pas trop expliquer la péréquation à la population et qui roulent, qui sont encore dans ce mythe-là. J'ai entendu Jonathan Trudeau le dire et il y en a d'autres aussi, là, des commentateurs qui sont payés très chèrement, contrairement à nous ce soir, pour nous essayer de nous renseigner comme il faut sur ces débats-là. Et on sert encore une fois la peur de nous couper cette fameuse péréquation-là. Je pense qu'on va avoir l'occasion, parce qu'on a un premier ministre à Québec qui semble vouloir se passer de péréquation. Il dit, j'ai hâte de voir. Je trouve ce discours-là
Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Quand moi, je vous dis, là, c'est tellement... C'est un bris de paradigme, comme on dit. C'est un... Quand je vous dis, moi, que la péréquation, c'est ce qu'il y a de mieux pour le Québec, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, mais ce que je comprends, René, dans votre explication de tantôt, c'est que la péréquation est basée sur le nombre d'habitants par capita, j'imagine. C'est égal pour chaque habitant, puis plus qu'une province a d'habitants, plus qu'il y a de péréquation. Est-ce que j'ai bien compris votre explication? La péréquation, dans la méthode de calcul, là, on utilise le PIB par habitant, effectivement. Mais comment je vous dirais? Il faut que je trouve le moyen que vous... Parce que, écoutez, c'est bien beau l'expliquer à la radio ce soir, mais c'est parce qu'il faut qu'on sorte du studio. C'est pas grave si on réussit pas ce soir, mais prochainement, faut quand on arrive, puis on parle à nos collègues de travail, notre famille, nos voisins, puis on parle de politique, puis vous avez raison de le dire, hein, parce que combien de fois on nous répète que le Québec est tellement pas assez riche, il faut qu'ils reçoivent la péréquation du Canada. C'est pas facile de se défendre là-dessus après. Le seul moyen, c'est d'expliquer. C'est pas, exemple, moi, je prends mes chiffres, je ne prendrai pas 13 milliards d'aujourd'hui. C'est évident quand on vous dit que le total, les chiffres d'aujourd'hui, de la péréquation qui est donnée dans le Canada, c'est de 20 milliards, puis que le Québec en a 13, là, on a l'air fou. Mais c'est évident là, qu'on a l'air fou. On a l'air fou pourquoi? On a l'air fou parce que on est 8 400 000 habitants. Si on était 500 000 ou 150 000 comme à l'île du Prince-Édouard, on n'avait pas de problème avec la péréquation. Là. Mais écoutez, si l'île du Prince-Édouard avait la population qu'il y a au Québec, là, au montant qu'eux reçoivent, c'est pas 10 milliards ou 13 milliards qu'il y aurait, c'est 210 milliards. Comprenez-vous? Parce qu'on est parmi ceux qui reçoivent de la péréquation, ceux qui en reçoivent le moins, d'abord. OK? On est d'ailleurs ceux qui en reçoivent le moins. Il faut savoir que l'Ontario, et ça, c'est une autre affaire. L'Ontario, là, c'est scandaleux. Là. C'est une farce qui se passe là. On est littéralement dépossédé pour nourrir cette province-là. Mais il faut ramener ça au fait, c'est ça. Il faut sortir de la péréquation. Il faut leur dire, c'est pas 10 milliards qu'on reçoit ou 13 milliards. On a reçu 24 milliards. Puis ça, c'est du soutien fédéral. Ah ouais? Ouais. Mais sais-tu, l'Ontario en reçoit autant que nous autres. Puis là, c'est là qu'ils reviennent. Là. Ils vont jamais t'excuser de dire « Ouais, mais on reçoit... » T'as beau leur expliquer qu'on en reçoit 10 milliards parce qu'on est nombreux. C'est juste quand tu vas leur donner l'exemple de l'Ontario qu'ils vont dire « Ouais, mais les autres sont 2 fois plus nombreux. Mais... C'est normal qu'ils en reçoivent. Mais René, on n'en reçoit pas plus. » René, la propagande est parfaite parce qu'à toutes les années, ils ont juste à dire un chiffre qui représente un gros cadeau. Et les gens ont vraiment l'impression que on a un Canada, Mère Teresa, là, pour nous sauver. Et ça l'a rentré vraiment dans le cerveau des gens. Et c'est pour ça que je me désole tout le temps de voir qu'on a des commentateurs politiques qui sont souvent, ils ont une mission quand ils prennent le micro. Ils ont une tendance politique, comme Jonathan Trudeau n'a pas sorti ça pour rien. Il y a d'autres commentateurs aussi quand M. Legault a osé parler de pétrole sale. Encore une fois, il y a des fédéralistes au Québec qui ont dit M. Legault ne devrait jamais utiliser ce mot-là parce qu'on le sait qu'il y a une vision là, canadienne. Puis là, on voit les régions réapparaître. On sait que le Canada, c'est un pays utopique, mené dans l'idée là des Anglais loyalistes qui sont venus vivre avec nous au Nord pour fuir tous les avantages de l'indépendance américaine et de garder leurs privilèges auprès de la couronne britannique. C'est les plus profiteurs qui sont venus vivre ici. Ils ont refusé d'être américains et ils ont voulu continuer à exploiter ici l'Amérique du Nord avec l'aide du roi. Et on vit des restants de tout ça. Et c'est de tout ça qu'on aimerait se départir, que notre région au Québec, malgré tout ce qui nous est arrivé dans l'histoire, moi je suis d'accord avec toi René, on a dans notre inconscient
conscience collective des drames qu'on a vécus, que moi, quand on me dit que les Québécois, c'est des peureux, faut essayer de comprendre tout ce qu'on a vécu dans notre histoire pour comprendre que on a appris à fermer nos gueules. Puis ça n'a pas été fait de façon très élégante. Falardeau aimait souvent nous expliquer aussi comment les Anglais, l'Empire colonial anglais a agi ailleurs dans le monde pour nous faire comprendre comment ils agissent ici au Québec. Parce qu'ici, ils ont l'air la propagande a tellement été bonne. L'histoire appartient aux gagnants. Faut jamais oublier ça. Et c'est eux qui mènent l'opinion publique, qui mènent nos radios, qui mènent nos TV. Le CRTC te donne une licence pour avoir le droit d'émettre des ondes pour communiquer avec la population. Ils ont le contrôle entier. On vit dans une cage dorée où plusieurs pensent là qu'on est on est vraiment à notre plein potentiel. On pourrait être... mais encore une fois, j'écoutais l'histoire de Cuba. Comment géopolitiquement ils sont situés, comment les empires ont voulu avoir le contrôle de ce style-là. Puis au Québec, faut pas penser avec le fleuve Saint-Laurent que la partie va être facile. Le Canada anglais le sait qu'on est essentiel à leur pays. Puis, on est un palais pour le Canada. Oui, absolument. Mais je vais vous donner un autre exemple que tu l'as probablement lu dans notre livre, et c'est inimaginable qu'on ne se rende pas compte de ça. Ottawa, la capitale du Canada. Ah oui. C'est unique au monde. Toutes les fédérations dans le monde. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi aux États-Unis, juste au sud, qui est une autre fédération, pourquoi c'est Washington, D.C.? Parce que le district de Columbia, c'est un district indépendant qui n'a rien à voir avec aucun des États qui sont fédérés aux États-Unis. Pourquoi? Parce que dans leur grande sagesse, ceux qui ont c'est en 1790 que ça a été voté, ben, ils se sont dit que tous les subsides, c'est-à-dire tous les revenus que pouvaient avoir les États-Unis de par sa capitale Washington, ne pouvaient pas appartenir à un État qui était fédéré. C'était tout à fait injuste. Ben oui. Vers les autres États. Alors, ils ont créé un territoire qui s'appelle le District of Columbia, qui est Washington, qui est entre la Virginie et le Maryland, et il n'y a aucun État qui est désavantagé par rapport à ça. Vous savez une chose, c'est comme ça partout dans le monde. Partout dans le monde. Il n'y a qu'au Canada, je veux dire, où la province n'est pas un État capital ou un district indépendant, c'est-à-dire la capitale, pas la province, mais la capitale du Canada est dans une province. Vous rendez-vous compte de ce que ça donne à l'Ontario? Ce sont des dizaines de milliards de dollars en retombées économiques dont le Québec est privé annuellement. Ça n'a aucun bon sens. Ah oui, puis de voir nos hommes d'affaires souvent là voir le succès de Toronto, puis c'est nous autres qui l'a commandité. C'est ça qui je suis content que tu me parles de ça ce soir, René. Comment cette province a été la chouchou de la Fédération canadienne, que jamais, si on avait suivi les voies naturelles de ce pays-là, que l'Ontario serait développé de même aujourd'hui. C'est la vallée du Saint-Laurent qui serait archi développée. Bien. Vous rendez-vous compte, seulement qu'en impôts et en taxes, des centaines de parlementaires, de lobbyistes, plus de 100 000 fonctionnaires, leurs familles, près de 170 ambassades et organisations internationales, des milliers de diplomates et leurs familles, des aménagements immobiliers, aéroports internationaux, un aéroport international, le Parlement, des musées, le Parlement qui a déjà coûté 3 milliards en rénovation, puis on va mettre un autre pas loin de 2 milliards encore. Là. Hey, René, oui. À qui tous ces salaires-là, là, écoutez, seulement au niveau de la balance commerciale entre les provinces, là, toutes les provinces au Canada ont une balance commerciale négative. Il y avait une étude qui avait été faite où en 2009, la balance était de moins 4,7 milliards pour le Québec. Puis toutes les autres provinces aussi avaient des balances commerciales négatives, c'est-à-dire le commerce qui se fait entre les provinces. Puis l'Ontario, en 2009, avait, elle, une balance positive de 30,6 milliards. C'est inimaginable comment on se fait avoir juste à ce niveau-là. Ça n'a aucun bon sens.
que je vous nomme Berlin, qui est le Land de Berlin, qui est un État indépendant en Allemagne, le district fédéral de Buenos Aires, l'Australian Capital Territory, qui est Canberra en Australie, la région de Bruxelles-Capitale. Toutes ces régions-là, toutes ces capitales de fédération-là sont indépendantes, n'appartiennent pas à un des États fédérés, par souci de justice. Mais ici, écoute, on peut spolier les Québécois, je veux dire, c'est pas grave. Trudeau avait même pensé un temps créer à Ottawa un district fédéral indépendant. Mais il y avait déjà dans le temps l'Ouest qui en voulait à cause de ses politiques sur le pétrole. Il n'a pas voulu se mettre l'Ontario à dos, puis il ne l'a jamais fait. Ce sont des milliards dont on est privé. Oui. Puis on a osé donner le nom de Pierre Elliott Trudeau à notre aéroport à Dorval. C'est scandaleux. Moi, il a passé proche de la faire fermer quand il a voulu ouvrir Mirabel. Moi, j'y en donnerais un aéroport, puis j'y mettrais une belle petite plaque sur la piste en béton. Fait qu'on va peut-être pouvoir savoir dans 1000 ans là, que c'est lui qui l'a fait construire. Qu'on ait notre principale voix internationale. Que quand il arrive, il entende tout le mot Pierre Elliott Trudeau. Moi, ça me donne des boutons. Moi, c'est une des choses là que je changerais dans un Québec indépendant. Tu vas me dire que c'est un détail, mais je trouve vraiment complètement contradictoire. Moi, je décolle de Dorval, je décolle pas de Pierre Elliott Trudeau. Oui, c'est ça tout le temps, oui. Jamais que je nomme Pierre Elliott Trudeau. Ben, c'est sûr, en tant que... Tu vas me dire que c'est un détail, mais c'est pas si un détail que ça, Carl. C'est... Les symboles... Si Jean Chrétien a nommé l'aéroport de Dorval Pierre Elliott Trudeau, il savait ce qu'il faisait. C'était un symbole très important, un aéroport. C'est l'endroit... La porte d'entrée au niveau international. Que ce soit des touristes, peu importe, là, des gens d'affaires ou peu importe les gens qui voyagent, qu'ils arrivent à l'aéroport Pierre Elliott Trudeau. Et puis, ça fait en sorte que ça peut indiquer que Pierre Elliott Trudeau est un personnage très, très, très important au Canada. Mais on ne dit pas qu'il y a personne dans une nuit, puis qu'il a brimé les droits des gens... puis pas seulement 1, 2, 3, là, des centaines et des milliers de personnes. Et au nom de son grand ami. Puis, mais on est encore au Canada et à ces aéroports, c'est de juridiction fédérale. Fait que on est obligé de vivre avec. C'est sûr que si le Québec est un pays, mais si le Québec est un pays, peut-être assez longtemps, je l'entends cette formule-là, je suis tanné de l'entendre. Et en attendant, ben moi, ce que je pense, c'est qu'il faut aller... c'est triste à dire, hein, mais c'est comme ça quand même. C'est qu'il faut aller chercher, gruger, pouvoir par pouvoir, enlever Ottawa le plus possible. Si le gouvernement Legault peut aller chercher l'impôt et faire un seul rapport d'impôt à Québec. Ben là, péréquation, on n'en aurait plus de la péréquation. L'argent qu'on contrôle, et René, vous le dites tantôt, c'est le seul argent qu'on peut contrôler pleinement et c'est à l'exclusivité de chaque province qui reçoivent la péréquation, on peut en faire ce qu'on veut. Que le fédéral soit d'accord ou pas, si le chèque est signé, ben la province peut mettre l'argent à l'endroit où bon lui semble. Ce qui fait que c'est la santé, éducation, puis peu importe, là. Fait que si on avait un seul rapport d'impôt unique, ben il n'y en aurait plus de péréquation. Ça règle le maudit. Mais là, ce que je veux dire, c'est que si on avait un seul rapport d'impôt unique, ben il n'y en aurait plus de péréquation. Ça règle le maudit. Mais là, ce que je veux dire, c'est que si on avait un seul rapport d'impôt unique, ben il n'y en aurait plus de péréquation. Ça règle le maudit.
Je sais pas, là, mais... Puis l'autre argument que je dis, moi, aux gens, là, René, vous me direz si je suis dans le champ ou pas, là. C'est que, c'est bien beau ta péréquation de 7, 8, 9, 10 milliards, mais on a quand même envoyé 52 milliards avec nos taxes et nos impôts, donc on est en dessous quand même de 35-40 milliards. Fait que... Oui, allez-y. On est pas mal plus près du 60 milliards que du 52 milliards. Ouais, il y a une autre chose qu'on entend souvent dire aussi, quand on parle de demi-vérité ou de décision, je vais vous en donner un beau cas, c'est quand on vous arrive puis quand on vous dit, puis selon les livres, le Québec reçoit plus du fédéral qu'il n'envoie au fédéral. Vous l'avez déjà entendu. Oui, c'est ça, oui, on l'entend régulièrement. Mais vous savez ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que quand le Québec reçoit du fédéral, parce que c'est vrai, qu'il n'envoie au fédéral, toutes les provinces reçoivent plus du fédéral que ce qu'elles envoient au fédéral. Pas. On va toujours taper, c'est le Québec qui reçoit plus, comme si on était privilégié. Et comment ça se fait, ce tour de magie-là? Ben, c'est simplement parce que le fédéral s'endette. Alors, c'est un cheval de Troie. Le fédéral s'endette, c'est du déficit, finalement, qu'il transfère aux provinces. Une façon d'accrocher les jeux. Plus d'argent, mais regarde, nous, on a emprunté, on ne t'a pas demandé ton avis, on s'endette, on endette le fédéral, on transfère, puis vous devenez partenaire. Vous êtes obligé dans la dette du fédéral. C'est vraiment un cul-de-sac inimaginable. C'est ce qu'on appelle un cheval de Troie, mais ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Fois que le fédéral s'endette, il endette les provinces, pas parce que lui, il s'endette en son nom, en transférant des argents aux provinces qu'il endette. Alors, il faut le savoir, ça aussi. Il faut être capable de répondre que, ouais, peut-être qu'on en reçoit plus, on en reçoit plus, et ce qui nous est transféré, c'est ni plus ni moins que de la dette puis du déficit. René, oui, puis l'autre argument, tu disais très important pour à démystifier, c'est puis qui allait devenir un des sujets importants dans l'environnement. Puis, comment le Québec est bien placé par rapport au reste du Canada pétrolier à ce niveau-là? Ne serait-ce qu'au niveau carbone, même si François est contre la taxe carbone, s'ils veulent en mettre une au Québec, on est pour ça parce que par habitant, notre production de CO2, avec les choix énergétiques qu'on a fait il y a quelques décennies, nous met dans ça nous avantage. 9 tonnes par habitant versus 70 tonnes en Alberta. 9 tonnes au Québec par habitant de gaz à effet de serre versus... Donc, il y a un clash qui va se passer inévitablement et toute l'utopie qui risque d'éclater. Il y a beaucoup au Québec. On a aussi notre réseau hydrographique qui nous donne un potentiel de production d'hydroélectricité qui pourrait régler beaucoup de problèmes, effectivement, d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a quelques semaines, l'entente New York, on attend la permission d'Ottawa avant de conclure les ententes. C'est de même le Canada. New York choisit notre énergie, notre type de production parce que ça va diminuer sa consommation de CO2. Parce que, donc, c'est le Québec dans les prochaines décennies côté énergétique, si on
qu'on revienne à nos premières amours. Ça a été nos alliés pendant longtemps, qu'on nous antagonise. Mais tout ça, c'est un territoire fabuleux. Et j'en suis convaincu, c'est le territoire de l'avenir. Oui, parce qu'on sait que, vous savez, seulement l'entrée de la voie maritime du Saint-Laurent, qui est d'une importance économique québécoise, et ne serait-ce que pour transporter jusque dans le centre du continent. Donc, au niveau géographiquement parlant, c'est la porte d'entrée. Quand je dis terrestre, c'est maritime, là. Je dis terrestre, non aérienne, là, soit pour bateau, train, peu importe. Là. À l'intérieur du continent. Oui, avec l'Amazone, c'est la voie navigable qui pénètre le plus profondément un continent sur la planète. Ce sont les deux fleuves qui pénètrent le plus profondément. Le Saint-Laurent est extraordinaire à ce niveau-là. C'est plus que le Yangtze, plus que le Nil, plus que tous ces grands fleuves. C'est pas pour rien que que le Canada a voulu contourner et continuer le transport des marchandises au niveau maritime jusqu'en Ontario, jusqu'en dans les Grands Lacs, et à nous passer devant le visage ici à Montréal et partout au Québec. Tout ce que vous voyez, vous, à Trois-Rivières, les gens de Trois-Rivières, là, passer, là, on les voit aussi à Montréal, les mêmes bateaux. Puis ils n'arrêtent pas à Montréal, ils continuent. Et avant, ces bateaux arrêtaient presque, ils arrêtaient à Montréal. Et ça faisait rouler l'économie. J'ai déjà vu des photos, disons, anciennes, de la place Jacques-Cartier à Montréal, où en avant de la place Jacques-Cartier, c'était des silos de grains, puis des silos. On voyait même pas le fleuve, là. C'était OK, c'est peut-être plus beau voir le fleuve aujourd'hui que des vieux silos tout rouillés, mais il fut un temps où ça faisait rouler l'économie montréalaise au complet. Et quand on dit faire rouler l'économie montréalaise, bien, c'est l'économie québécoise au complet qu'on contribue, et que vice-versa, c'est du donnant-donnant. Et je pense que la voie maritime du Saint-Laurent, c'est bizarre, hein? Là, on vient d'entendre Jean-François Lisée en parler. Comment se fait-il qu'il n'en a pas parlé pendant les élections? Il n'y a aucun visionnaire, là. C'est rare en maudit qu'on entend parler de l'importance de la voie maritime du Saint-Laurent, du fleuve Saint-Laurent au niveau économique. Jamais on nous parle de ça. Jamais. On nous parle de... Quand on nous parle de l'eau, là, au Québec, c'est l'hydroélectricité. Mais on ne nous parle jamais du potentiel économique du fleuve. Jamais on argumente là-dessus. On a commencé un peu. François Legault en a parlé à peu près 6-7 ans. Il y avait un projet pour les berges. Mais c'est pas allé plus loin. Il n'y a aucun projet d'envergure. C'est difficile parce que c'est un territoire fédéral. Ben oui, je sais bien, mais si on avait des politiciens qui faisaient en sorte qui travaillaient pour convaincre les gens au Québec j'aime pas ça de dire de faire comprendre, parce que ça a l'air plutôt paternaliste, mais de convaincre les gens au Québec de l'importance économique du fleuve. Et par le fleuve, ben c'est ce qui nous place au niveau géographique dans un endroit sur la planète les mieux placés. C'est la plus belle... C'est quand on regarde, vous disiez tantôt, René, que c'est un beau territoire, c'est beau le Québec. Oui, il y a les 4 saisons, évidemment, c'est difficile l'hiver, là, mais hormis ça, c'est extraordinaire d'habiter ce coin de pays sur la planète, puis on dirait qu'on s'en rend pas compte. On n'est pas conscient de l'endroit, de la situation géographique de notre propre territoire.
On voyage partout au monde. Les gens vont prendre l'avion, s'en vont à Cuba, s'en vont en Chine, s'en vont en France, en Espagne, partout. Il y a plein de monde là-dedans qui sont jamais rentrés dans l'église Notre-Dame à Montréal. Ils vont voir des châteaux partout, puis il y en a un maudit beau ici, puis ils sont jamais allés là, ils n'ont jamais visité le Québec. Mais ailleurs, c'est toujours plus beau. Tu sais, de voir moi, je vais te dire, moi, quand je vais en voyage puis que je reviens, puis les Français ou les Européens qui nous visitent le disent souvent, c'est ici. Non, je reviens juste en sortant à Montréal, là, c'est. Écoutez, je pense pas qu'il y ait grand compagnie aérienne où on ait vu les gens applaudir quand ça atterrit à Montréal. Ça se fait encore, on le voit moins souvent, là. Mais il y a été une époque où c'est pas si loin encore. Tu atterrissais à Montréal, puis les gens applaudissaient. Tu verras pas ça souvent. Moi, j'ai jamais vu ça, en tout cas, en arrivant à Charles de Gaulle sur un vol d'Air France. Mais c'est peut-être parce que c'était Transat, ou je ne sais pas. C'était des vols nationalistes. Non, mais il y a peut-être aussi le fait que les gens ont peur, puis quand ils sont rendus, ils sont bien contents, ils applaudissent, puis peut-être ça, je sais pas. Mais j'aimerais revenir, René, à une anecdote, à ce que vous avez dit tantôt, concernant les patriotes. Oui. Puis ça a pris 120 ans avant de sortir de cette forme de peur ou de sentiments sentiments de non pas ça peut être colonisé, mais c'est pas ça, c'est un sentiment de peur et de crainte. Et puis ça a été transmis, ça, René puis Carl, de génération en génération. Et je m'explique, mon père était petit gars, il avait 10 ans, puis il posait des questions à ses tantes, sa mère, son père, mes grands-parents, et ses tantes étaient là dans une fête, quelconque jour de l'an, disons. Et mon père disait, petit gars, j'aimerais ça savoir c'est quoi l'histoire des Patriotes, ça m'intéresse ça, l'histoire des Patriotes, c'est quoi qui s'est passé? Là, sa tante il a répondu, puis c'est mon père qui me l'a dit, là, c'est pas de Pierre-Jean-Jacques que j'entends ça, c'est mon père qui me l'a dit, il se souvient très bien de sa réponse. Elle dit, écoute bien, mon petit gars, là, parle pas de ça, parce que si tu parles de ça, tu vas t'apercevoir que t'as des pendus dans la famille. Fait que, déjà, là, c'était comme des bagnards, des prisonniers, bon... Ce qui fait que, là, mon père, qui était petit gars, il a dit « Oh, des pendus, hey, ça, c'est pas beau, ça, des pendus, c'est peut-être des bandits, des gars de prison. » Fait que, tu sais, et puis ça, on est en 37, mon père est né en 27. 1927, fait que 100 ans plus tard, 1937, à peu près, là. C'est la construction du vainqueur. Exactement. Parce que en plus d'avoir eu une répression, parce que moi, j'appelle plus ça la rébellion des Patriotes, j'appelle ça la répression des Patriotes. La répression a été terrible, c'est inimaginable. Juste dans la région de Montréal, pour 5 paroisses, là, si je me souviens bien, il y a eu plus de 200 ou 300 fermes, maisons d'habitation qui ont été brûlées. Il y a eu des viols, il y a eu des vols de chevaux. Les chevaux, à l'époque, étaient une des principales richesses des habitants. À peu près tous les chevaux ont été volés du moment qu'on pensait qu'il pouvait y avoir des accointances avec les Patriotes. Puis c'était pas un petit mouvement, les Patriotes, là. Imaginez-vous que l'Assemblée des 6 Nations, qui a eu lieu, si je me souviens bien, près de Saint-Hyacinthe, où il y avait... Pas Saint-Laurent, c'est pas les 6 comtés. Des 6 comtés, je m'excuse, c'est pas les 6 Nations. Il y avait 6000 personnes. Oui. À Saint-Charles, il y avait 5000. 5000 à Saint-Charles. Imaginez-vous. Saint-Denis, même chose. Alors que la population du Bas-Canada était de 600 000 habitants. Ça, c'est à peu près... C'est comme si aujourd'hui, il y avait une centaine de mille personnes qui se réunissaient. Et puis, il n'y a pas d'autobus, là. Il y a Nolisé, là. Les gars sont en buggy, là. Les gars sont en chariot, puis à cheval, puis... C'était un mouvement qui était très, très important. Les frères chasseurs étaient des frères chasseurs, puis
L'autre mouvement qui était là, c'était les... Fils de la liberté. Les Fils de la liberté, merci. C'était des milliers et des milliers de personnes là-dedans. Là. Oui. Puis, mais là, pourquoi c'est resté si longtemps dans notre mémoire? C'est que le haut clergé était du côté des Anglais. Et de façon, on refusait même à l'époque de la Confédération, qui était une trentaine d'années après la rébellion, on refusait la pascalisation qu'on appelle. C'est-à-dire que quelqu'un qui avait des accointances patriotes ou qui était... le curé avait ordre de ne pas donner la communion. Alors, quand on se demande aujourd'hui pourquoi les Québécois... Pourquoi le projet de loi 21 a autant d'importance pour les Québécois? C'est pas compliqué, parce que la religion, d'une part, c'est paradoxal, mais c'est compliqué tout ça dans notre ADN. D'une part, c'est la religion jusqu'à un certain point qui a permis qu'on se ressaisisse, qu'on se retrouve ensemble dans les paroisses, mais d'autre part, on sait parfaitement que c'est le clergé qui nous a trompés dans toutes les velléités de liberté qu'on pouvait avoir. Ça, c'est une autre situation complexe. Et ça nous a pris du temps pour en sortir. L'acte d'union, ça s'est fait sous occupation militaire. 24 années plus tard, je veux dire, on était encore à terre. Puis ça a pris du temps. On s'est simplement recroquevillé. Puis ça a pris le début des années 1960. Donc, c'est 120 ans où on a vraiment végété. Mais en l'espace de 50 ans, dans le livre, il y a un article, justement, un texte par rapport à ça. En l'espace de 50 ans, c'est inimaginable le chemin qui a été fait. J'avais lu à un moment donné un texte où on disait que c'était à cause, tous les malheurs du Québec étaient à cause du mouvement indépendantiste. Au contraire, le mouvement indépendantiste, je veux dire, est celui qui a créé les réussites du Québec, qui a créé, c'est l'époque, c'est depuis que un mouvement indépendantiste qu'on a connu le Québec Inc., qu'on a connu, c'est bien certain qu'on a eu des... lorsque le Parti québécois en 1976 a été élu, il y a pas loin de 100 000 Anglos qui sont partis. Mais il faut regarder les bons côtés, je veux dire. Le marché immobilier à Montréal a tombé de 30 %. Et ça fait quoi, ça? Ça fait que, je veux dire, il y a des Québécois qui se sont achetés des maisons à rabais. Après ça, il y a la Sun Life qui a déménagé son siège social. Sun Life a perdu à peu près tout son marché au Québec. C'est ça qui a permis à l'industriel puis au mouvement Desjardins, je veux dire, de prendre son envol au niveau des assurances. Aujourd'hui, la Sun Life est complètement déclassée. Ça, ce sont des choses qu'il faut voir. Il advient l'indépendance demain matin. Imaginez-vous le nombre d'ambassades. Admettons qu'il y a 70 ou 80 ambassades à Québec. Combien il va y avoir de sièges sociaux qui vont revenir s'installer au Québec? Combien? C'est toujours inattendu, ces choses-là. Une chose qui est certaine, c'est que je pense que quand tu avances vers la liberté, c'est toujours pire. C'est jamais... il va y avoir des sacrifices. Et je veux dire, jamais autant que les sacrifices qu'on fait en privant de notre liberté. C'est ça. Moi, je pense que quand vous parlez de liberté et je dirais, de fierté, ben, ça passe par disons, une gamme d'individus qui, tantôt vous disiez qu'il y en a que leur passion, c'est, je sais pas, nous, c'est la politique. Je veux pas dénigrer. Non, c'est pour ça que je veux pas dénigrer, c'est pour ça que je nomme personne. Je nomme pas aucune passion. Ben, elles se valent tous. C'est une passion. C'est ça, une passion, c'est une passion. Tu peux pas aller contre ça. Mais il faut quand même, parce que on n'a qu'à regarder les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste quand il y a un spectacle. Peu importe ce que vous êtes là, dans une fête de quartier, Plaine d'Abraham, au Parc Maisonneuve à Montréal, peu importe, là. Puis on voit les milliers de drapeaux, il y a comme un sentiment de fierté qui s'empare des gens qui sont sur place.
on est tous fiers d'être Québécois au moins une fois par année. Et il y a quelque chose il y a une magie qui est là cette journée-là, ou le 23 ou le 24. Et il y a quelque chose qui se passe le 23 puis le 24 juin au Québec. C'est comme si c'était... C'est la fierté, mais c'est comme si ça nous appartient à nous autres, cette journée-là. Puis on est tous des petits frères et des petites sœurs, comme disait Tex Lecor. Et je pense que c'est ce sentiment qu'il faut qu'il soit remis, je dirais, remis sur ses rails. Et d'avoir plus d'événements avec des drapeaux bleus et blancs, et puis de la musique québécoise. Puis je pense que, en tout cas, moi, je suis à Montréal, puis je vois plus jamais ça. C'est très rare que je vois ça. Et puis, il y a comme un sentiment de tristesse qui s'empare de moi de certaines journées. Et que quand ça revient, à Saint-Jean-Baptiste, où je vais dans des endroits où je me sens comme chez nous, c'est sûr qu'on a encore le droit de dire ça, ben là, je deviens de bonne humeur. Je deviens fier d'être Québécois, puis je me dis que la force du nombre est encore là. Je sais bien qu'il y a des études qui disent que ça va se décliner 2035. Est-ce que ces études-là vont se réaliser? Je sais pas, les baby boomers, puis tout ça. Voilà. Mais je pense que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, puis je crois encore à ce que le Québec devienne, comme disait René Lévesque, j'aime pas de ça de dire ça, mais quelque chose comme un grand peuple, tu sais. Mais je pense que la fierté est là. Puis quand je regarde simplement la Fondation Équipe Québec qui habille des joueurs avec les chandails du Québec pour aller nous représenter au niveau international dans certaines compétitions sportives, bien, ces gens-là s'en vont se battre pour le Québec, puis au même titre que n'importe quel autre pays du monde. Puis ça, c'est ce qui me rend fier. Puis quelqu'un qui arrive avec une victoire là-dedans, ben, vous savez, il y a les Jeux médiévaux, là. Ben, on a une équipe québécoise pour les Jeux médiévaux. Ouais. Puis ces gens-là s'en vont à l'extérieur se battre pour... puis on dirait que quand ils se battent, ils emmènent le Québec avec eux. Et puis ils sont encore plus forts. Mon père m'a toujours dit, les Canadiens de Montréal, quand ils gagnaient la Coupe Stanley, il y avait toujours 10, 12, 15 Québécois là-dedans. 10, 12, 15 Québécois dans les clubs de hockey, il n'y a personne qui peut battre ça. Personne. Tout à fait d'accord. Puis ils ne l'auront jamais, à moins qu'ils en remettent 6, au moins 6. Exact. Puis avec 6, 7, peut-être qu'ils peuvent commencer à y penser. Même si c'est pas les meilleurs. Mais la cohésion, la chimie que ça fait, tout ça ensemble, c'est que ça fait des gagneux de Coupe Stanley. Ouais. Fait que ça fait des champions, puis on le voit. Fait que, écoutez, on va suivre l'actualité. J'aimerais, dans une émission future, René, vous parler. Ce soir, Carl voulait vous parler de péréquation. Moi, j'aimerais vous parler d'élections qui s'en viennent au niveau fédéral, parce que ça peut être intéressant. On parlait de Léoduc. Et est-ce que Trudeau va être capable de remonter dans les sondages et de regagner cette élection-là? Moi, j'en doute. Mais excepté que, puis je souhaite tellement qu'ils perdent. Mais j'aimerais vous en reparler. Parler des élections fédérales. Quelle est vos positions et comment vous voyez ça, là, 6 mois d'avance? Ça risque de... On en reparlera, mais je n'ai qu'une position. Je n'ai jamais voté pour un parti fédéraliste et je ne voterai jamais pour un parti fédéraliste. Je pense que c'est la position la plus solide que je peux pas avoir. Vous avez toujours voté Bloc? J'ai toujours voté Bloc et je vais encore voter Bloc. Mm-hmm. Quoi qu'il arrive. Moi, je vais faire une confidence. J'ai jamais voté non plus pour un parti fédéraliste. À chaque fois quand le Bloc n'existait pas, j'allais tout simplement annuler. Je faisais comme Michel Chartrand disait. Il disait à sa vieille mère, Michel, là, pour qui est-ce qu'il faut voter demain? Là, ben, Michel Chartrand disait à sa mère, ces gens-là, maman, ils nous veulent tous du bien. Fait qu'on fait un X partout. C'était ça. Hey, les gars, oui. J'ai une question pour René. Toi qui as toujours voté pour le Bloc, qui va voter pour le Bloc, en ce moment, à voir aller M. Legault, est-ce que tu voterais Parti québécois encore?
à voir aller M. Legault. Écoute, il peut être... ah non, moi, c'est certain, ça, c'est une autre chose. Là. Je voterai toujours pour un parti qui travaille pour l'indépendance. C'est impossible pour moi de voter pour M. Legault. C'est trahir mes convictions, je veux dire. Je voterai jamais pour la CAQ. Malgré que j'ai beaucoup de difficultés à considérer... Moi, je pense que M. Legault... Il s'est dit, quand ça fait 4 fois que tu essaies de traverser, de passer par-dessus la montagne, puis que ça marche pas, peut-être que tu es mieux d'essayer de la contourner. Moi, je pense sincèrement, mais j'aime pas faire des jeux de boules de cristal, là, mais si M. Legault occupait dans un avenir rapproché, admettons, une situation qui a pu être occupée par Robert Bourassa, moi, je vous garantis que le Québec deviendrait indépendant. Quand Robert Bourassa a annoncé à un moment donné, après Mitch, le Québec est capable de s'arranger par lui-même, puis je ne me souviens pas de la phrase exacte, là, mais qui a finalement viré capot. Moi, je pense que Legault ne virerait pas capot. Est-ce que je voterai pour le Parti québécois? Oui, mais je vais attendre voir qu'est-ce qui va se produire. Moi, j'ai confiance, mais ce que je pense, ça me fait penser un petit peu au Scottish National Party en Écosse, qui existe depuis les années 40, dont on n'a jamais parlé pendant longtemps. Et aujourd'hui, bien, ils sont là, solides. Puis il va peut-être y avoir un autre référendum pour qu'ils quittent le Royaume-Uni. Pour moi, l'important, c'est que le parti pour lequel je peux voter soit définitivement un parti indépendantiste. C'est la seule condition. Et pour moi, être indépendantiste, c'est certainement pas être multiculturaliste. Alors ça, admettons, c'est les deux choses là, qui sont inextricables dans mon... ça va ensemble. Alors, il est impossible pour moi que je puisse voter ou même entrevoir Québec solidaire, qui de toute façon, que je considère pratiquement un anachronisme. Je ne comprends pas qu'à notre époque, on puisse encore voter pour un parti qui est aussi mêlé et aussi mêlant. Donc, tu es d'accord avec moi qu'il faut arrêter de courtiser Québec solidaire puis prendre une position assumée en matière nationaliste? C'est l'indépendance. Oui. Parce que moi, le virage multiculturaliste de beaucoup de péquisme me fatigue, René. Ah, mais moi, en tout cas, c'est parce que ça, là, c'est une autre chose. Je ne suis pas certain de vous avoir convaincu par rapport à la péréquation, parce que le paradigme est important. Mais je veux dire, un indépendantiste qui est multiculturaliste, il y a quelque chose qu'il n'a pas compris à quelque part. Ça, c'est évident. Je pense pour beaucoup, il ne sait pas comment le multiculturalisme a été inculqué ici, puis à quelle fin. Il y a une fin très, très précise, c'est la montée du nationalisme, et on doit se débarrasser de ce peuple qui empêche la marche en avant de l'anglo-saxonisme. Ce sont les Québécois, ce sont les anciens Canadiens, les Canadiens, qui ont peuplé découvert et nommé une trentaine d'États américains, le Canada au complet, avec l'aide de leurs frères autochtones. On essaye d'éteindre ça le plus possible par tous les moyens, mais on n'est pas tuable. Mais parlant de fin, René, c'est la fin de cette émission et je vous remercie beaucoup d'avoir été là ce soir. Ça a passé vite. Vas-y. Et on se redonne rendez-vous bientôt. J'aimerais vous entendre parler, là, si vous avez certaines disponibilités, de temps en temps, faire votre analyse sur la situation politique, sur l'actualité politique. Vous serez toujours le bienvenu ici à radioinfocité.com. Et je rappelle aux gens que Monsieur Ricard a écrit un livre en compagnie de Marie Massé. Ce que le Canada ne vous dira jamais. Est-ce que vous pouvez nous dire, René, vous n'avez sorti combien vous n'avez vendu combien jusqu'à maintenant? Avez-vous un rapport des librairies? Non, on n'a pas.
C'est peut-être le problème qu'on a avec notre livre, c'est un livre qui a été écrit à compte d'auteur. D'ailleurs, quand on l'a écrit, on n'a jamais pensé que ça aurait une grande diffusion. Je dirais qu'on l'a écrit pour se faire plaisir à Marie qui aime écrire et à moi qui aime écrire aussi, de fil en aiguille. Mais il n'y a pas de diffusion parce que le seul moyen de l'avoir, il ne se trouve pas en librairie. Il faut le commander sur Internet, en ligne. C'est chez Bouquin-Bec, ça s'appelle Bouquin-Bec. Si on se trouve un éditeur, ça va nous faire plaisir de lui donner une plus grande diffusion. Tu l'as lu, toi, Carl? En partie, j'ai pas tout lu. J'ai lu quelques chapitres, mais non, je l'ai pas tout lu. Mais c'est ça, on voit que vous avez été inspiré beaucoup par Monsieur Nantel et bien d'autres. Là, je l'ai pas tout lu honnêtement, mais j'en ai entendu parler beaucoup. Puis c'est vers là que je veux aller. C'est de l'argumentaire. Là, on démystifie. Je suis beaucoup Marie aussi sur Facebook. Ouais. Je lis souvent les réponses que vous donnez à nos adversaires. Vous êtes d'une patience que je n'ai pas. Oui, d'une patience. Oui, oui. Puis ça aide beaucoup mon argumentaire aussi, puis à préparer mes émissions. Ah, moi, ça me fait bien plaisir. Je vous remercie de l'invitation. Puis au plaisir de se rejaser. Merci beaucoup, René. Vous êtes, c'est tout le plaisir pour nous ici à Radio Infocité. Et puis, je pense que les auditeurs ont bien apprécié votre façon de voir les choses. Et je pense... Non, mais pensez pas qu'on n'a pas compris, que j'ai pas compris sur la péréquation. Je pense que c'est une approche qui est différente. Et puis, je pense que, vous savez, quand on vient pour convaincre les gens, dire que l'Ontario en reçoit autant... Non, c'est une approche que j'avais pas nécessairement préconisée ou vue, mais je pense que ça vaut la peine de l'analyser puis de peut-être de revenir, de l'expliquer encore mieux, prendre un petit peu plus le temps pour l'expliquer. Et comme ça, vous savez, c'est important. Des tableaux. Oui. Je pourrais vous envoyer les tableaux que j'ai, ce serait beaucoup plus facile à comprendre. OK, mais non, il n'y a pas de problème. Si vous avez ça sur une clé USB, là, on pourrait transférer ça, puis que vous puissiez nous expliquer les tableaux en même temps. C'est toujours bon, hein? Vous avez des images, hein? Ça vaut des milliers et des milliers de mots. Oui. Merci beaucoup, René. Ça a été fort agréable et on se redonne rendez-vous très bientôt. À une prochaine. Salut. René Ricard, mesdames et messieurs, auteur du livre, en compagnie avec Marie Massé du livre « Ce que le Canada ne vous dira jamais ». Et à quel endroit déjà, René, vous pouvez le commander par Internet? Chez Bouquin-Bec. Bouquin-Bec. Bon, merci. Bouquin-Bec. Oui, bouquin, comme un livre, là, bouquin. Oui, puis bec. Bouquin-Bec. Et puis, vous allez pouvoir commander le livre rapidement et sans difficulté. Merci encore, René. C'était très gentil, votre présence, et on se reparle bientôt. OK, merci. Bye-bye, Carl. Salut, Carl. Salut, René, c'était très instructif. Oui, merci beaucoup, Carl. On se reparle jeudi. Jeudi, je vais être à l'émission de sport tout de suite après mon match où je vais être l'entraîneur de l'Avalanche à Belle-Brossard. À quelle heure tu vas être là à Brossard? De 5h45 jeudi à 17h45 à 18h45 et après le match, je me dirige directement chez toi. Okay. J'ai dit à Daniel qu'il risquait de peut-être commencer l'émission, mais je vais être là aux alentours de 19h30. Excellent, Carl. On se reparle jeudi et tout de suite après, on va recommencer le journal du soir comme à chaque jeudi. Merci. Merci encore une fois, Jean-Marc à la régie ce soir. René Ricard, notre invité, l'invité de Carl. C'est Carl qui est allé, comme on peut dire, décrocher ce phénomène, cette manière d'approche qui est assez positive. Et encore une fois, félicitations, Carl. Belle prise, encore une fois, ce soir. Et on se reparle jeudi. Comme dirait Édouard Carpentier et Daniel Saint-Hilaire, si Dieu le veut, n'est-ce pas? Eh oui, salut tout le monde. Salut, bonne fin de journée à tous. C'était le journal du soir, au micro de radioinfocité.com. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com.